Douchet. Juste un mot pour saluer Jean Douchet, l'enfant agité qu'on a vu dans les premiers jours du festival. Nei primi giorni del festival abbiamo mostrato questo bellissimo documentario L'enfant agité, che ritrae il bellissimo ritratto di Jean Douchet. Jean Douchet a questo festival del Cielo ritrovato è come le grandi star, solo Marilyn Monroe e Marlene Dietrich erano presenti con 2 film al festival, e anche Jean Douchet che era presente in 2 documentari di questo festival. Credo che sia un vero privilegio poterlo ascoltare, è uno dei maestri del pensiero critico, la cui profondità riesce sempre a sorprenderci. Quest'anno gli avevamo chiesto una scheda per il film che apriva il festival, l'ultimo film di Roberto Rossellini dedicato al Centre Pompidou. Andatelo a vedere nel catalogo, è una scheda assolutamente geniale. È l'intelligenza al lavoro, è il pensiero critico che apre dei nuovi spazi. Mi fermo perché qualsiasi cosa posso dire è una banalità rispetto alle cose che può raccontarci Jean Douchet. Naturalmente la proiezione è abbinata, questa lezione di Jean Douchet è su Renoir, è abbinata alla proiezione del Crime de Messilage, che passerà all'Arlecchino subito dopo la fine della lezione, e quindi vi invito a provare l'ebbrezza di vedere Renoir dopo aver ascoltato Jean Douchet. Grazie. Merci beaucoup. Donc, bonsoir, je ne sais plus, bon après-midi plutôt, et bientôt bonsoir. Merci Gianluca de ce très beau compliment que tu m'as fait, étant donné que je n'ai pas compris, donc comme ça c'est parfait. Bon, donc je suis invité à vous parler de Jean Renoir. C'est un immense honneur, bien sûr, et surtout, ce n'est pas une chose simple, car le défaut de Renoir, c'est d'avoir fait un cinéma unique, et justement d'une extrême simplicité, c'est-à-dire que quand on regarde un tout petit peu, qu'on examine simplement, on s'aperçoit que c'est d'une extrême complexité. Mais bon, alors j'ai quand même envisagé ce rapport avec vous dans la salle, justement un rapport vivant, donc je vais un peu parler bien sûr, mais les questions, vos interventions, vos remarques seront extrêmement bienvenues, et ça permettra de relancer justement le sujet ou le thème, comme vous voulez, sur Renoir selon différentes optiques, étant entendu que dans le cinéma de Renoir, il n'y a qu'un œil, il n'y a une optique, une seule, sauf que cette optique change tout le temps, et que justement c'est la complexité de Renoir. C'est-à-dire que plus c'est simple, moins ça l'est, mais ça paraît toujours simple. Si on prend par exemple la mise en scène chez Renoir, on peut dire que par rapport aux autres cinéastes, elle est quasiment invisible. Elle est invisible, mais si vous ne la voyez pas, vous ne comprenez pas le film. Donc, à vous d'apprendre à regarder une mise en scène, à vous d'apprendre à regarder une écriture. Et l'écriture de Renoir, au moins, elle va vous apporter des choses essentielles, très riches, et en même temps, surtout, indispensables à la compréhension de l'œuvre. Alors, reprenons, si vous voulez, ou prenons plus exactement au début, c'est-à-dire donc Renoir, fils d'Auguste Renoir, le célèbre peintre impressionniste, très admiratif de son père. Ceux qui ont assisté il y a quelques jours au film de Nicole Védresse sur Paris
ont pu apercevoir Auguste Renoir dans un document et un jeune homme à côté qui l'aide, etc. Mais on l'entrevoit à peine. Ce jeune homme, c'est Jean Renoir, qui doit avoir 22, 23 ans à cette époque-là. Et en effet, Jean Renoir avait une admiration énorme pour son père. D'ailleurs, il fera beaucoup plus tard un livre sur ce qu'était son père, la peinture, etc. Et on peut dire que Renoir est en effet le fils non seulement du peintre, mais je dirais le continuateur de la pensée de l'œuvre de son père. Et je dirais, moi, personnellement plus, je pense que le fils a surpassé le père dans la qualité artistique. Il n'empêche que, bon, si vous préférez Auguste, je vous le laisse. Je n'irai pas me disputer avec vous en disant non, l'un est plus grand que l'autre, on s'en fiche d'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'en effet, deux très grands artistes se sont succédés et que Jean Renoir a fait une œuvre à partir de son père, c'est vrai, ayant toujours gardé à l'esprit la notion d'impressionnisme, bien sûr, mais il n'empêche qu'il a repensé l'idéologie, enfin pas l'idéologie, mais la théorie impressionniste et en même temps aussi à réinventer autre chose, et en particulier une conception du réalisme qui reste encore aujourd'hui tout à fait primordiale et qui est très peu suivie, hélas. Bon, alors voilà, si vous voulez, un premier point. Deuxième point, un peu de biographie. Renoir, né en 1894, donc 6 ans avant le XXe siècle, et jusqu'à 1920, bon, il trédaille un peu. En plus, il y a la guerre, il va être mobilisé. Il va être d'abord fantassin, je crois, et ensuite va être aviateur. On s'en souviendra au moment de la Grande Illusion, puisque là, les prisonniers sont des aviateurs, et donc une sorte de rappel et de souvenir de Renoir sur ce grand moment de l'idée d'héroïsme que pouvait représenter l'aviation à cette époque, même dans les années 1930 ou 40, et d'ailleurs dans la règle du jeu de 39, le personnage qui va devenir le héros, malgré lui, de la société dans laquelle il est, c'est évidemment Jurieu, c'est-à-dire l'aviateur qui vient de faire un exploit, une Angleterre-France ou je sais pas, ou Amérique-France, enfin comme on le faisait à l'époque avec Lindbergh et des gens comme ça. Et bref, l'accueil que l'on fait à ce personnage au début du film, je crois que c'est je sais plus à quel aéroport à Paris à l'époque, et c'est en effet une espèce de triomphe de l'exploit du grand héros qui est Jurieu à ce moment-là. Bon, et ce problème de l'héroïsme, d'ailleurs, sera un des problèmes sous-jacents à l'œuvre de Renoir, mais on va y revenir après. Alors donc, en 1920, et après la guerre, il lui faut quand même penser à quelque chose. Il aurait été tenté par la peinture et les arts plastiques, mais évidemment, par respect par rapport à son père, par aussi une sorte d'intimidation, et puis aussi, tout bêtement, l'idée qu'en aucun cas, il ne peut être il ne peut pas être plus important que le peintre Auguste Renoir. Donc, il se dirige vers quelque chose qui touche aux arts plastiques, mais tout à fait très différent, et qui est la céramique. Il fait de la céramique pendant 3-4 ans, et puis il va un jour au cinéma, et au cinéma voit un film de monsieur Eric von Stroheim, et ce film, ça le bouleverse totalement, et il décide, bon, je vais faire du cinéma. Il est quand même aidé dans ce projet par deux choses qui sont importantes. L'une, c'est l'argent. Papa a quand même gagné beaucoup d'argent à la fin de sa vie. Il ne faut pas oublier que Auguste Renoir,
on peut dire, dès la fin du XIXe siècle et dès le début du XXe, était devenu quasiment le peintre officiel de la grande bourgeoisie mondiale, parisienne et mondiale. Et il suffit d'aller dans les musées pour voir en effet que beaucoup de tableaux de Renoir de cette époque-là sont des portraits de gens plus ou moins célèbres, et que tout ça rapportait de l'argent. Donc on ne peut pas dire que la famille Renoir était en désespérance, c'était pas des Van Gogh, c'était carrément les Renoirs. Et les Renoirs savaient de l'argent. Ça, c'est la première chose. Et en plus, Auguste Renoir avait, comme tout peintre digne de ce nom, et à l'époque, avait entre autres un modèle qui était un modèle pas mal, en effet, très bien modelé. Et donc, Auguste Renoir était sensible à ce modèle. Et le fils est encore beaucoup plus sensible à ce modèle. Donc, il a séduit cette dame, l'a épousée, et surtout, il en a profité pour en faire une vedette, une actrice de cinéma, et donc en faire une vedette. Alors, il va tourner avec elle ses premiers films, et en particulier Nana, en 1925, qui est quand même son deuxième film. Et on s'aperçoit que cette époque de 1920 à 1925 est une époque capitale dans l'histoire de l'évolution du cinéma. On peut dire que c'est la première époque, c'est-à-dire 95-1900, c'est simplement la machine et l'appareil qui se met en place et qui se déplace dans le monde entier pour prendre quelques images à droite et à gauche sur les plans, etc. Pour ce qui est en train de vivre. De 1900 à 1910, c'est une sorte de possibilité de se servir du cinéma comme moyen de distraction, mais on n'en a pas réellement les moyens, à commencer par les moyens financiers ou les moyens commerciaux, qui est la distribution. Donc, c'était de 1900 à 1910. On essaye beaucoup de choses, mais la chose qui préoccupe les cinéastes et les producteurs de l'époque, c'est comment rendre commercial, c'est-à-dire en d'autres termes, comment faire venir les gens pour voir un spectacle de cinéma et donc payer ce spectacle, en d'autres termes, faire exactement comme si c'était du théâtre. Donc, en d'autres termes, il faut passer des 60 ou 50 secondes que durait un film dans les années 1900 à 1 heure, 1 heure et demie, qui est un programme officiel de distraction. Donc, la grande époque de ce produit, de cette recherche, ça sera 1910-1920, et en particulier avec la personne capitale dans l'histoire du cinéma qui est Griffiths, et Griffiths qui invente le très long métrage Intolérance. C'est un film qui dure un temps fou, et l'autre aussi, j'ai oublié le titre. Non, le titre sur la guerre de sécession. Oui, voilà, bon, enfin, vous l'avez dit. Excusez-moi, mais je suis arrivé aussi à un certain âge où on a le droit de perdre les noms. Bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, et en particulier en Italie, dans le monde entier, le spectacle cinématographique est enfin produit, est enfin exploité, et on commence à le montrer. Et à ce moment-là, c'est aussi le moment où se met en marche la fabrication des salles de cinéma, donc du commerce et de l'exploitation. Et c'est les années 1920-1930 qui deviennent capitales, car en fin de compte, ce cinéma, qui est en effet une possibilité de faire de la distraction, qui a inventé, je pense en particulier à Griffith, c'est-à-dire ce moyen, d'un seul coup, de pouvoir prolonger le film et de passer d'un plan à un autre plan à un autre plan, qui était le montage, et donc la conception du montage. Et cette conception du montage permet en effet de concevoir un récit
dramatique et qui va durer maintenant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Et oui, cette invention du montage, en même temps, met en question, au fond, qu'est-ce que c'est que le cinéma et qu'est-ce que c'est que son langage. D'où la recherche des années 1920 à 1930, et avec en particulier une avant-garde dans tous les pays du monde d'ailleurs, qui est extrêmement vivante pour savoir qu'est-ce que c'est que le cinéma. Et donc, cette fameuse question, qu'est-ce que le cinéma, qui est encore d'ailleurs posée encore aujourd'hui, et qui travaille des gens, par exemple, comme Godard, qui ne fait que ça, savoir qu'est-ce que le cinéma. Donc, dans ce contexte, Renoir, lui aussi, sans faire partie tout de suite de l'avant-garde, en tous les cas est très tenté par l'avant-garde et va y tâter. Mais en même temps aussi, il cherche à faire des films dits commerciaux et entre autres, donc, on va faire Nana en 1925, film donc assez somptueux, avec évidemment sa maîtresse et sa femme maintenant, qui est devenue, enfin qui va devenir un peu une comédienne un peu importante, enfin pas une vedette mais presque. Et ensuite, il va faire des films plus ou moins commerciaux, plus ou moins d'avant-garde, mais à mon humble avis, dans cette époque du muet, Renoir, pour moi, son meilleur film, c'est le film qui est le moins éclatant, évident, etc. C'est tout bêtement un vaudeville qui est Tir au flanc et qui est un pur chef-d'œuvre, un pur plaisir, même encore aujourd'hui. Vous pouvez le passer devant des enfants aujourd'hui, ça n'est pas parlant, etc. Mais les enfants vont s'amuser comme des fous, et vous aussi tout autant. Donc, Renoir sait qu'il a quelque chose dans le cinéma d'important, c'est-à-dire un regard, mais aussi un rythme, une façon de concevoir un récit. Mais ce côté avant-garde, tout ça l'ennuie. En réalité, ce qui est très intéressant chez Renoir, c'est de s'apercevoir qu'au fond, ce qu'il attend avec impatience, c'est le parlant. Et alors que d'autres, à commencer par Chaplin, ou d'autres en France comme René Clair, ont une hurle d'horreur devant le parlant. N'oubliez pas que Chaplin ne va pas tourner avant 1936 et va faire un tout petit peu de parlant dans 1936. Et son premier film parlant, ça sera 1940. Donc il mettra 10 ans à faire un film parlant. Renoir, tout de suite, le cinéma parlant l'intéresse. Et le cinéma parlant l'intéresse parce que, en fin de compte, le cinéma parlant lui permet de repenser le théâtre, la théâtralité et l'utilisation de la théâtralité dans le cinéma, sans faire du théâtre filmé, mais en obligeant le cinéma à se théâtraliser, ce qui est tout à fait différent. Si vous connaissez un peu l'œuvre de Renoir, vous avez pu constater qu'il n'y a quasiment pas un seul film de Renoir où il n'y a pas à un moment dans le film une scène de théâtre sur le théâtre, etc. Mais on va y revenir après, parce que, évidemment, ce n'est pas une conception simplement sur on met du théâtre dans un film, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, et que ce que représente le théâtre dans le cinéma de Renoir, et donc la raison pour laquelle il va l'utiliser de bout en bout, et en se servant évidemment de la parole, donc du cinéma. Remarquez qu'entre 1930 et 1940, en France, le cinéma parlant, bon, bien sûr, sera utilisé forcément, mais qu'il n'y a que 3 cinéastes qui, au fond, osent faire ce que les autres reprochent, c'est-à-dire accepter la théâtralité, ou le théâtre en tant que tel, comme une matière de cinéma. Et les 3 ne sont pas inintéressants, c'est Renoir, c'est Pagnol, homme de théâtre, et c'est Sacha Guitry, homme de théâtre. Et ces 2 autres cinéastes, et Pagnol et Guitry, seront d'ailleurs repoussés par tous les cinéphiles pendant au moins une vingtaine d'années en disant ce sont des gens de théâtre, c'est pas du cinéma, etc. Quand on voit aujourd'hui les films et de Pagnol et de Guitry, on s'aperçoit qu'en fait compte c'était du meilleur cinéma que des cinéastes dits importants du cinéma français de l'époque, qui sont peut-être au fond beaucoup plus théâtreux que ce cinéaste-là.
entre parenthèses, Pagnol, dès 1933, a monté une maison de production, un studio, une maison de production dans le sud, en Méditerranée, à côté de Nice, et il va produire un film de Renoir qui est Tony, qui est par ailleurs apparemment le film le moins théâtral de Renoir, pardon, excusez-moi. Robert, c'est pas innocent s'il est sorti de ma bouche. Étant donné l'immense admiration que Robert portait à Renoir et justement sur la pensée même du cinéma de Renoir et la façon dont Renoir utilisait le cinéma. Bon, fermons la parenthèse. Mais, et Tony, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est un film indispensable à voir, car aujourd'hui, les historiens, mais même avant, des gens déjà de l'époque, ont pu disent, et avec raison, qu'au fond, Tony de 1934 est l'annonce du néo-réalisme italien. Il ne faut pas oublier que Visconti va travailler aussi avec Renoir un peu plus tard. Donc, l'influence de Renoir dans le cinéma mondial et en particulier dans la conception toujours du réalisme est capitale. Et en effet, Renoir est le père du néo-réalisme italien, même s'il y a quand même des différences. Et là encore, il était évident que Rossellini avait une très grande admiration pour Renoir et inversement, Renoir avait une très grande admiration pour Rossellini. C'est moins vrai avec Visconti et c'est moins vrai encore avec Fellini et De Sica, que Renoir, ne mésestimait pas, mais enfin ne trouvait pas obligatoirement indispensable. Bon, ça ferme encore la parenthèse. Donc, entre 1930 et 1940, Renoir va s'attaquer justement au réalisme. Mais ce réalisme, c'est-à-dire le regard sur la société. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'on s'aperçoit que dans les années les années 20, 40, 30, c'était les années du cinéma muet. Bon, il fait son cinéma, il raconte des histoires, mais il ne sait pas très bien comment, au fond, gérer la dramaturgie, puisqu'il n'a pas la parole pour pouvoir la mener. En revanche, à partir de 1930, d'abord, il fait filmer un premier film en moyen métrage qui est On purge bébé, qui est un vaudeville de Feydeau. Donc, tout de suite du théâtre. Donc, adaptation d'une pièce de théâtre. Mais d'emblée, là aussi, il va la traiter d'une façon comme si ce jeu de théâtre était naturel. Bon, comme si ça se passait vraiment. Ce qui est possible, c'est d'être très intelligent par rapport à Feydeau. Il s'est rendu compte que Feydeau, en effet, ces vaudevilles très théâtraux, en réalité, représentaient une société qu'il prenait dans sa vérité. Et on peut dire que, d'une certaine façon, il y a du Feydeau dans le cinéma de Renoir, et en particulier, bien sûr, c'est très distancié, mais quand vous voyez la règle du jeu, il y a un côté Feydeau, c'est un vaudeville dramatique, c'est un vaudeville qui se termine par la mort, ce qui est très beau. C'est beaucoup plus beau, mais il y a ce concept renoirien sur la réalité de la vie et la réalité de la vie par rapport à l'existence. De ce point de vue, c'est ouvrir encore une autre porte capitale, en tout cas pour la compréhension du cinéma, c'est de se rendre compte que le cinéma est un art. Pourquoi ? Est un art parce que tout simplement, dans l'histoire de l'humanité, ça n'avait jamais existé avant 1895, que d'un seul coup, un instrument permettait d'enregistrer la vie en tant qu'elle est en train de vivre, alors que jusqu'alors, c'était des représentations. Le tableau, c'était une représentation fixe. La musique, pareil, enfin c'est pas fixe, mais c'était des représentations, mais pas du tout la vie telle qu'elle est dans la vie.
Alors que le cinéma, et il suffit de regarder les Frères Lumière, d'emblée filme la vie. Et on peut dire que les très grands cinéastes ne sont pas ceux qui filment l'existence. Évidemment, il faut filmer l'existence. S'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas la vie. Forcément, c'est quand même à partir de l'existence que la vie naît. Mais en fait, les très grands cinéastes sont ceux qui filment la vie et évidemment se servent de l'existence pour aussi filmer et se baser sur l'existence. Et de ce point de vue, Renoir est capital dans le sens où il accepte l'existence, bien sûr, il la filme totalement, mais il la filme sans le moindre frémissement. Voyez comment je vous filme, etc. Voyez mes effets de cinéma, voyez mes mouvements d'appareil, etc. Pas du tout. Ils sont là, mais vous ne les voyez pas. C'est d'une simplicité, de naturel extraordinaire. Et en même temps, en revanche, ce qui naît, ce qui surgit sur l'écran, c'est la vie. Et la vie en tant que telle, elle est là, elle est en train de frémir, elle est en train de vous être montrée, et vous êtes en train de la regarder, et je dirais pas de la subir, quoique, mais en tous les cas de la ressentir. Et de ce point de vue, Renoir, à ce moment-là, se resserre de l'impressionnisme, de la théorie impressionnisme, pour la traduire en cinéma. Et ce qui est important pour Renoir, c'est de filmer l'impression. Et donc, comment l'existence et la vie qu'elle suscite impressionnent la pellicule, impressionnent le spectateur, impressionne l'histoire elle-même, la dramaturgie, la façon de raconter une histoire. Alors là encore, c'est très intéressant dans les années 30-40, car Renoir, ayant maintenant cette liberté de parole, et donc peut enregistrer la vérité de la vie dite quotidienne. Même si, évidemment, on la conçoit selon le principe de l'intrigue et selon le principe de dramaturgie. Sauf que la dramaturgie de Renoir est réduite au minimum. Si, prenez un très grand cinéaste que d'ailleurs Renoir admirait, et le même cinéaste admirait énormément Renoir, puisque Renoir a fait un film qu'aurait pu faire Fritz Lang, et Fritz Lang a fait deux remakes de Renoir. Et ces deux cinéastes qui sont vraiment très, très différents dans leur conception du cinéma, par certains côtés, se rejoignent. Mais si vous voyez justement la dramaturgie languienne, elle est faite sur le 2. 1, 2, 1, 2. La marche ein, zwei, ein, zwei. Regardez un film de Fritz Lang et vous verrez que la quasi-totalité des génériques de Fritz Lang, vous aurez dans le générique, militairement, je dirais, musicalement, vous aurez une marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous regardez un film de Fritz Lang, premier plan qui produit le deuxième plan qui est en même temps son contraire, lequel produit un troisième plan qui va devenir le contraire, c'est-à-dire qu'il y a un combat entre les plans. Que, entre parenthèses, Eisenstein reprendra aussi à son compte différemment, évidemment, sur les recherches de plans. Chez Renoir, pas du tout. Ce n'est pas ein, c'est pas Hans Zwei, c'est 1, 2 et 1, 2, 3. C'est-à-dire que Renoir travaille le double et travaille le triple. Il travaille le double, mais en même temps ne travaille pas, car on est simple chez Renoir. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est le 1. Il faut avoir l'unité. Le seul inconvénient, c'est que l'unité est duelle. On est un, mais en même temps, on est deux. C'est-à-dire qu'on est moi et on est l'autre. On est l'autre moi. Donc, d'emblée, il y a une dualité. Et cette dualité, en même temps, s'échange. Donc, elle ne devient pas un combat. Elle est simplement un perpétuel conflit. Et tout ça va comme une espèce de vague. Ce n'est pas, si vous voulez, l'affrontement, reprenons, languien, c'est une ondulation permanente de l'écriture qui permet de passer de l'un à l'autre
tout en restant à ce moment-là très naturel, comme si tout ça allait de soi. Rien ne va de soi chez Renoir, mais apparemment tout va de soi. Donc c'est extrêmement remarquable de ce point de vue. Et ce jeu de la dualité, bon, alors, donc elle est déjà dans vie et existence, ou existence et vie. L'un ne peut pas être sans, enfin, la vie ne peut pas être sans l'existence, mais il n'empêche qui va l'emporter. Et regardez bien, par exemple, et en particulier dans les années 30-40, où Renoir, pour asseoir son réalisme, en même temps se soumet un peu à la vogue, je dirais, de la pensée de l'époque, et en particulier de la pensée politique, donc de la pensée des idées de gauche de l'époque, et d'ailleurs Renoir deviendra à gauche à ce moment-là, donc même va écrire dans le journal communiste de 1935 à 1938, donc prend position carrément. Mais à la base, si vous prenez en effet cette dualité vie et existence, à ce moment-là, vous mettez en cause individu et société. Et la société impose ses lois, sa règle, pour reprendre la règle du jeu, et en même temps aussi l'existence vous permet d'avoir une sorte de continuité qui est celle justement de l'existence, où une chose arrive après une autre, une autre chose arrive après une autre. En d'autres termes, vous ne fabriquez pas chez Renoir, vous n'avez pas un but, vous n'allez pas vers un futur que vous voulez construire. Non, vous êtes simplement entraîné par la quotidienneté des choses, donc les choses se suivent et se succèdent normalement. Simplement, l'existence va vous jouer un tour et la vie va vous jouer un autre tour. C'est-à-dire, en d'autres termes, chacun suit son chemin et à la fin, bon, une chose est arrivée qui est ce que dans la tragédie antique on appelait le destin, qui était voulu par les dieux. Là, le destin chez Renoir est simplement voulu par la routine des choses qui se perpétuent et l'évolution, la perpétuelle évolution. Et à la fin, en effet, il y aura un destin, mais un destin qui sera arrivé de façon très, très, très naturelle. Bon, évidemment, à cette époque, le film clé à regarder de Renoir, c'est le dernier de 1930 à 1940, c'est-à-dire La règle du jeu. Mais les autres films le disent la même chose. Alors, par exemple, prenez un film comme La Chienne, donc quasiment son premier long métrage des années 1930, c'est le film de 31, dans La Chienne, on a un personnage qui est un fonctionnaire un peu timide, dominé par une épouse acariate et terrible. Et là encore, vous allez avoir une autre dualité qui est un capital chez Renoir, mais qui part de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le dehors et le dedans. Donc, dedans, dans sa maison, dans son appartement, le pauvre personnage du peintre c'est insupportable, etc. Il est obligé d'être là, dominé par cette femme, acariate, et il sort, et un jour, tout à fait par hasard, il réussit à sauver une femme qui est battue qui va être battue par un homme, en d'autres termes, une femme de mauvaise vie, bien sûr, par un mec qui est son Mac. Donc, et lui intervient et la sauve. Et elle a compris tout de suite que c'était un pigeon et qu'il fallait l'utiliser. Donc elle va le séduire, et l'autre, Béat, il a trouvé la femme merveilleuse, etc. Bref, il est complètement floué par cette... et va la tuer en définitive. Mais à la fin, ça va être fait en sorte qu'il ne sera pas découvert, et donc il va pouvoir être caché, mais en même temps ne pourra plus vivre chez lui. Donc maintenant, il n'est plus dedans, il est dehors. C'est-à-dire qu'il voulait quitter le dedans de son épouse
pour faire un dedans avec la prostituée. Mais elle ne voulait pas, évidemment, elle voulait simplement l'utiliser, donc il la tue, et à ce moment-là, il se trouve dehors. Alors dehors, évidemment, ça se termine par, à la fin du film, il est dehors, c'est-à-dire dans la rue, et il est mendiant, et il mendie dans la rue. Simplement, petit jeu très renoirien, c'est-à-dire dehors, dedans, à ce moment-là, c'est évidemment un problème d'espace. Donc, du regard sur l'espace. Regard sur l'espace, problème de l'œil, donc problème de l'objectif. Que regarde l'objectif? L'objectif, si vous connaissez une caméra, vous savez qu'une caméra a une fenêtre. Donc, Renoir travaille la fenêtre. La fenêtre devient un objet dans le décor capital. Et Renoir, donc si on prend cet objet, la fenêtre, c'est intéressant de voir comment les cinéastes utilisent la fenêtre. Prenons le contre-pied, prenez Hitchcock. Hitchcock, on regarde la fenêtre, c'est-à-dire, mais Hitchcock le fait du côté du voyeurisme. C'est-à-dire, prenez la conception hitchcockienne, on est dans la rue, on regarde la fenêtre est fermée évidemment, et on imagine ce qui est derrière la fenêtre, on imagine si je pouvais être dedans, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, la fenêtre chez Hitchcock est utilisée comme le moyen du voyeurisme. Et donc, tout va fonctionner sur le voyeurisme et le suspense du voyeurisme. En revanche, chez Romer, c'est exactement l'inverse. Chez Renoir, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la fenêtre, on est dedans, on regarde par la fenêtre et on regarde la vie, on regarde l'existence, on regarde le monde. Chez Renoir, on sort de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et à ce moment-là, si vous prenez la fin de La Chienne, en effet, notre personnage est dehors. Chez lui, enfin son épouse, c'est fini. Chez la prostituée, il l'a tuée, donc c'est fini. Donc maintenant, il est dehors. Mais en revanche, derrière lui, il y a une fenêtre. Ce n'est plus une fenêtre. Quand il est en train de mendier 3 sous à un automobiliste, il tourne le dos à une fenêtre qui est une vitrine. Et dans cette vitrine, il y a quelque chose d'autre qui est un tableau, qui est lui sur ce tableau. C'est-à-dire, maintenant, il est devenu un peintre célèbre, il ne le sait pas, et son œuvre est vendue cher, et lui n'est rien devant. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a là, même d'un point de vue alors maintenant graphique, quelque chose de très précis. Le personnage derrière la voiture, donc dans la rue, devant nous, face à nous, exposé à nous. Derrière lui, la vitrine. La vitrine, c'est tout simplement l'espace du cadre. Donc, vous avez le cadre, et dans le cadre, le tableau. Et le tableau, c'est le cadre du tableau. C'est-à-dire, en d'autres termes, Renoir utilise, d'un point de vue purement graphique, cette dualité du graphisme entre l'horizontalité et la verticalité. Et la verticalité offre tout simplement le cadre même de la peinture, et en particulier de la peinture des portraits, donc de son père. Et c'est toujours très intéressant de voir chez Renoir cette idée de la porte en tant qu'elle aussi ouvre et ferme. Et cette idée d'ouvrir et fermer devient, là encore, un des principes moteurs de la dramaturgie. Il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce qui va se passer après, il s'agit de savoir est-ce que je sors, est-ce que je reste, est-ce que je vais dehors, est-ce que je peux vivre dehors, ou est-ce que je suis obligé de m'enfermer à l'intérieur. Et tout ce jeu devient la question maîtresse de chacun des films qu'il va traiter. Par exemple, vous avez Tony, 1934. Tony, donc c'est un milieu purement paysan, le premier degré d'une civilisation, c'est-à-dire les gens pauvres, très pauvres, bon, les misérables de cette façon. Et un ouvrier
enfin, de carrière qui détruit les pierres pour les garder, etc. Enfin, que l'importance aime une fille. Cette fille va être violée par un homme qui va l'épouser parce que quand même, elle va avoir un enfant. Bref, et lui, notre Tony, est là et il va rester. C'est très intéressant de voir justement la façon dont Renoir utilise ça. Pendant un bon 10 minutes, un quart d'heure dans le film, il va être dehors la nuit à surveiller les lumières qu'il entrevoit de la maison dans laquelle habite la femme qu'il aime avec cet homme épouvantable. Et s'il lui arrivait quelque chose, etc. Et en effet, il va lui arriver quelque chose à cette femme, et donc il va pouvoir aller la secourir. Mais l'idée de ce personnage en train de surveiller, donc d'être dans une position de voyeurisme, a priori, c'est justement pas du voyeurisme, c'est non pas j'imagine qu'est-ce que ça serait si j'étais dedans, qu'est-ce que je ferais si je pouvais faire les choses qui me sont interdites, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire je suis là pour garder et sauvegarder la personne que j'aime et qui est menacée par cet horrible personnage qui est le mari. Donc là, vous avez une inversion totale sur l'idée de voir et donc et de l'importance de ce regard. Vous avez ça constamment chez Renoir sur quel regard je porte. Quel regard je porte sur moi, donc sur mon autre moi. Quel regard je porte sur l'autre qui est l'autre lui. Et les jeux de rapport permanent entre, mettons, le moi et mon autre moi, ou le moi et la personnalité de l'autre. Et ce sont ces jeux d'échange qui deviennent le sujet d'intérêt qui est proposé au spectateur. C'est pour ça que la plupart du temps, enfin souvent, des gens n'aiment pas Renoir, en tous les cas surtout les premières fois qu'ils les voient, parce que c'est pas du tout dans la dramaturgie. C'est une dramaturgie non pas du futur qui va arriver, mais simplement de ce qui est en train d'arriver et que vous ne perceviez pas, et que les personnages non plus ne perçoivent pas. Et à la fin, on est amené au destin qui fait que les choses sont arrivées alors qu'on ne s'en est pas rendu compte qu'elles sont arrivées. Si vous voyez la règle du jeu, c'est entièrement fait là-dessus. Et c'est admirablement fait. Alors, bien sûr, Renoir va utiliser d'autres procédés. Là, je reste toujours dans la décennie 30-40. Et en particulier, les utilisations de la mise en scène de cinéma. À commencer justement par revenons au regard. On a parlé de la fenêtre, on ouvre la fenêtre, on ouvre la porte, on peut aller dehors, etc. Bon, par exemple, chez Renoir, la fenêtre, c'est capital. Il est peut-être, à mon humble avis, le plus grand cinéaste de fenêtres du cinéma mondial. Et de toute façon, il a commis le plus beau plan de toute l'histoire du cinéma jusqu'à aujourd'hui sur la fenêtre. C'est dans la partie de campagne. Et dans la partie campagne, le moment où nos deux jeunes gens, qui sont des jeunes gens prêts à... Enfin, après quoi. Ils sont dans l'auberge, les volets sont fermés, et d'un seul coup, ils entendent du bruit, et d'un seul coup, ils ouvrent, les deux volets s'ouvrent, et immédiatement à ce moment-là, une jeune fille sur une balançoire, debout sur une balançoire qui se balance, et à ce moment-là, évidemment, à la fois la fraîcheur, à la fois le désir, à la fois l'émerveillement, à la fois l'impressionnisme, etc., dans le sens la profonde de l'impressionnisme, c'est-à-dire que le plan, nous le recevons, nous aussi, en tant que spectateurs, comme une impression forte de ce que c'est que la beauté, la beauté du naturel, d'un naturel qui est évidemment extrêmement travaillé, mais il n'empêche que ça fait très naturel. Et ça fait, en même temps, c'est totalement faux. En même temps, évidemment, alors là, si vous prenez simplement ce plan, vous avez aussi, je dirais, en sous-main ou en sous-pensée, vous avez les tableaux du papa,
sur la fille à la balançoire, sur la balançoire. Bon, donc d'emblée, vous avez la réminiscence, vous avez justement l'impressionnisme, c'est-à-dire dans le sens profond, justement, que ce qui compte, c'est que l'art doit créer une impression sensorielle. Et c'est cette impression sensorielle qui est la vérité. Et donc cette impression-là, sensorielle, est en effet la vérité, c'est-à-dire le désir, et le désir, entre autres, de la sexualité. Désir de sexualité, mais non pas dit comme tel. Désir de sensualité. Il n'empêche qu'à la fin du film, ce désir de sensualité sera réalisé, et il n'empêche que ce sera sexuellement. Mais cette sexualité ne sera pas filmée comme telle. Cette sexualité sera filmée dans un mouvement beaucoup plus général de la dualité entre l'univers et les pulsions. L'univers de la pulsion, donc de la vie et du désir de vivre, par rapport à l'immensité et la beauté de l'univers. Si vous voyez le film, qui est un film pour moi, là aussi, le plus beau court-métrage, enfin moyen-métrage, puisqu'il fait 3/4 d'heure, de toute l'histoire du cinéma. Aucun film de moins d'1 heure n'est aussi grand que ce film. C'est le plus beau film de tout. Bon, voyez-le si vous ne l'avez pas vu, et revoyez-le quand vous l'avez vu. Car de toute façon, c'est un film qu'on peut revoir 10 fois, 20 fois, 50 fois. Il est à chaque fois aussi merveilleux, et il vous fera autant d'effets à chaque fois, et peut-être même un peu plus à chaque fois. Donc, cette idée maintenant de cette dualité qui devient cosmique entre l'univers, donc le monde solaire, et le monde intérieur, le monde des pulsions, le monde de la sexualité, le monde de la vie là où elle naît, de là où elle naît. Et de ce point de vue, il y a chez Renoir une thématique qui vient à l'évidence, parce que ça il l'a reconnu, de Nietzsche, c'est-à-dire entre le dionysiaque et l'apollinien. Il y a l'univers apollinien et l'univers dionysiaque. L'univers dionysiaque, c'est l'univers des pulsions, l'univers des désirs, l'univers de la sexualité. Mais en même temps, cet univers de la sexualité ne peut pas être sans l'apollinien. Et l'apollinien ne peut pas exister sans la sexualité. Donc, c'est un conflit, mais un conflit à la fois d'opposition et de mariage, union et désunion en permanence. Ce jeu-là, ça devient tout à fait le jeu que travaillera Renoir toute sa vie pour aboutir à la fin à des moments tout à fait passionnants sur cette conception-là. Alors, si vous prenez ce travail-là sur la mise en scène, donc revenons à l'œil de la caméra. Vous avez ouvert les volets, donc comme on vient de le voir dans la partie campagne, ou dans d'autres films de Renoir, parce que de toute façon vous avez toujours votre fenêtre qui va s'ouvrir de toute façon, ou bien la fenêtre va être un cadre de tableau. Par exemple, toujours dans Boudu d'ailleurs, vous avez la bonne, la domestique, qui arrive du marché et qui accroche son panier au clou à côté de la fenêtre. Et là, Renoir la saisit comme ça, et ça devient en effet un portrait. Un portrait, puisque vous avez le tableau, la fenêtre fait cadre, et cadre de tableau. Et il y a constamment chez Renoir ce passage. Vous voyez, ça c'est vrai, et en même temps, c'est une représentation. La notion de représentation redevient maintenant capitale. En effet, il faut représenter. Après tout, le cinéma est un art de l'image, mais aussi un art du son, à partir du moment où le cinéma est parlant. Donc, si c'est un art de l'image et du son, il faut en effet penser à la reproduction. Donc, comment on produit et comment on travaille ce jeu de la représentation. Le mot représentation implique la notion de présentation. On présente et on représente. Et si on représente, à ce moment-là, en effet, vous avez un deuxième regard sur votre regard. Vous voyez et en même temps, vous revoyez, donc vous
présenter, donc vous présentez une nouvelle fois ce que vous avez vu. Donc ce jeu de représentation implique nécessairement qu'elle soit manifestée sur l'écran. Elle ne peut être manifestée que par un système de représentation qui est le théâtre. Donc à ce moment-là, le théâtre, à un moment dans tout film de Renoir, vous aurez un moment de théâtre où il y a représentation et les gens sont obligés de se représenter. Mais c'est vrai quand il y a le théâtre, et en particulier évidemment dans un film qui arrivera beaucoup plus tard avec l'admirable Ada Manieri, c'est-à-dire Le Carrosse d'or, où c'est fait sur le théâtre et c'est fait sur la Commedia dell'arte. Donc tout le film est fait sur la pensée du théâtre et la pensée de la Commedia dell'arte, donc à la fois comme jeu d'évasion par la fiction et en même temps comme jeu de représentation de la vérité. Donc ce travail sur la notion de représentation, ça implique aussi soi-même, c'est-à-dire moi, je me représente dans l'autre moi, ce que je pourrais être, ce que je voudrais être, ce que je crois être, etc. Si vous prenez, ça deviendra tout à fait extraordinaire dans son avant-dernier film, j'entends long métrage, parce qu'il a fait un film après, mais 3 courts-métrages, qui sera le testament du docteur Cordelier, d'après le docteur Jekyll et Mr. Hyde, dans le célèbre... et il en fait quelque chose de complètement différent. C'est à la fois l'histoire. C'est donc un personnage qui, en effet, est en train de créer un monstre, etc. Mais Renoir en fait une idée précise, c'est-à-dire que le docteur Cordelier, il est donné comme tel, c'est dans le film, c'est pas moi qui vous l'invente, il est celui que toute la société et la bonne société admire, parce que c'est le savant, c'est un modèle absolu de pensée, de rigueur, il est absolument sans faute, tout le monde voudrait être comme lui, tellement il est parfait. Bon, c'est la perfection sociale, telle que la société voudrait que la société soit. Bon, donc il y a là le moi Cordelier. Mais Cordelier a une petite inquiétude, c'est que l'âme, qui est évidemment la chose qui élève, et donc lui, en tant que Cordelier, en effet, il élève, il est une grande âme, il est ce qu'on appelle, je sais pas, en italien ou en d'autres langues, mais nous, ce qu'on appelle une grande âme en France. Ce monsieur est une grande dame, ou cette dame est une grande dame. Bon, une grande dame, bon. C'est-à-dire, bon, tout ce que vous voudrez, mais tout ça étant faux, évidemment, mais imaginairement, c'est la perfection. Donc, ce monsieur Cordelier, il a un problème avec l'âme. L'âme, c'est quand même une idée. Mais non, ça ne peut pas être une idée, car l'âme, c'est la manifestation et la preuve de la grandeur humaine. Donc, il faut matérialiser l'âme. Donc, il va matérialiser l'âme, en effet, et il va créer un autre personnage qui est lui-même, mais qui va se transformer en monstre. En monstre, en tout cas, en personnage inquiétant, monstrueux de cette façon, et qui sera opale. Opale, c'est-à-dire dans le sens où la pierre de l'opale est une sorte de facsimilé des pierres précieuses. Donc, quelque chose de pas précieux en réalité. Et en effet, il va créer donc Opale, qui est un monstre et qui naît en même temps. L'âme est devenue concrètement les forces mêmes de vie, mais alors, au tout premier élément de cette force de vie, c'est-à-dire les pulsions, c'est-à-dire la sexualité. Et en d'autres termes, c'est devenu le sexe. Et donc, monsieur, le grand homme, le grand bourgeois, etc., la grande idéologie, ne fait que créer ce qui a été refoulé par toute cette société, c'est-à-dire la sexualité, le désir, etc. Et ça produit un monstre, et ce monstre, au lieu de donner la vie, devient criminel. Et à la fin, vous avez, c'est extrêmement passionnant, bon, le film est de 1959, donc c'est tout à fait, c'est l'avant-dernier long métrage de Renoir. Ce film
en même temps, retravaille la psychanalyse. En d'autres termes, vous avez le moi, le surmoi, c'est Cordelier, et le ça, c'est Opale. Et d'un seul coup, à vouloir justement faire que le surmoi devienne le ça, en définitive, le moi disparaît. Et à la fin, le moi de M. Cordelier Opale disparaît, il meurt, et il ne peut plus exister. C'est-à-dire que cette dualité-là, à vouloir être séparé, à vouloir être scindé, est impossible. S'il n'y a pas constamment chez Renoir, je répète, cette ondulation entre le moi et le surmoi, donc tout ce qui est et le sexe, enfin le ça, ce qui est la vie, à ce moment-là, vous avez en effet la destruction la destruction de soi-même et la destruction des autres. Et de ce point de vue, Renoir est très stupéfiant parce que c'est très, très audacieux ce qu'il fait dans ce sens-là. En même temps, il a un autre discours tout aussi important et qui est né de la République. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que Renoir naît donc en 94 et que la Troisième République, puisque les deux premières ont duré à peine quelques années, la Troisième République est enfin installée à partir de 1874 en France. Et donc, le côté républicain est très important dans la génération des jeunes Renoir. Et il va y avoir chez lui une intensité. Oh là! Moi qui voulais faire parler le public. Bon. Bon. Bon, je termine alors juste avec cette idée-là, c'est que par exemple la pensée de Renoir sur le principe de la République française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et Renoir la pense, c'est-à-dire ce qu'elle avait été pensé au XVIIIe siècle est parfaitement oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, ces trois mots séparés les uns des autres, liberté, égalité, fraternité. Bon, alors que dans le sens profond, il n'y a pas de liberté sans égalité, il n'y a pas d'égalité sans fraternité. Et en plus, vous pouvez et même devez faire le retour. Il n'y a pas de fraternité sans égalité, il n'y a pas d'égalité sans liberté. Et chez Renoir, le mot clé de l'œuvre de Renoir, c'est liberté. Tous les films de Renoir sont faits sur la liberté. C'est pas pour rien qu'il a fait, entre autres, 2 films sur les prisonniers, ceux de 14-18, avec La Grande Illusion, et ceux de la guerre de 40, dans Le Caporal épinglé. Bon, alors, sur ce terme de liberté, c'est aussi, justement, par rapport au moi et au ça, et au surmoi. Comment être libre dans une société, comment pouvoir vivre et prendre goût à la vie et de répondre à la vie. Et voilà, bon. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Maintenant, juste une chose à vous dire. Allez voir Renoir, allez voir Renoir, allez voir Renoir. Voilà, merci beaucoup.